Nous sommes heureux encore cette année de vous accueillir, après une année, je dirais, sabbatique et très difficile pour, je pense, tout le monde. Hein. Nous nous retrouverons tous dans un contexte très très favorable, ce qu'on espère, mais toujours avec un grand point d'interrogation. En tout cas, pour ce soir, je vous souhaite de passer une bonne première soirée. Et ensuite, donc, on se retrouvera devant le parvis de la mairie pour la seconde partie du spectacle. Bonne soirée et merci. Donc, simplement dire merci à tous nos partenaires, la région, bien sûr, hein, le département, sans lesquels, et la communauté de communes, ces trois-là, si nous ne les avions pas, nous ne le ferions pas. Vous savez ce que c'est grand chose parce que la finance, pour tout le nerf, le bonheur, on dira. Voilà. Merci. Je vais passer tout de suite la parole à Monique. Alors, moi je suis vraiment ravie de retrouver Calabrage, de vous retrouver et de partager une nouvelle conversation. Je ne sais plus combien il y en a eu, mais il y en a eu quelques-unes. Et je suis d'autant plus ravie d'accueillir Lise Gros, Marc Obaré, Hassan Kouyaté. Alors je vais d'abord présenter et dire quelques mots sur le thème de la conversation. Ensuite, je présenterai un peu plus les invités. Et puis, ensuite, eh bien, le dialogue se nourra. Et c'est une conversation, donc bien sûr, vous êtes invités à participer. La langue française, une grande famille. On pourrait dire même une très, très grande famille. Et comme toutes les familles, elle a des ramifications. Elle connaît des tensions, des fractures, des réconciliations. Elle noue des alliances, elle est amenée à faire des compromis, à accepter des apports, des transformations. Enfin bon, c'est une famille, quoi. Et je voudrais simplement donner une précision sur le sous-titre Palabre africano-occitane. C'est pas pour dire que la langue française se joue entre l'Occitanie et l'Afrique, c'est par rapport à la qualité de nos invités. Mais on sait tous que la langue française est parlée à travers le monde, dans des endroits très, 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 très différents. Alors, nos invités vont éclairer pour nous quelques aspects de cette multiplicité, que ce soit à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les francophonies avec Hassan, la vivacité du conte et de l'oralité avec Marc, et la relation occitan-français avec Lise. Alors, donc, je vais présenter nos invités. Lise, tu as été enseignante dans le primaire, à l'école publique, dans le Gard, donc vraiment au cœur du territoire lyonnais. Tu as enseigné l'occitan aussi, et tu as quitté l'enseignement pour devenir conteuse en occitan. Ensuite, pendant ce temps, tu as écrit une quinzaine d'ouvrages, bilingues ou simplement en occitan, et tu as dû arrêter de conter pour des raisons de santé. Mais cela ne t'a pas découragé, tu as créé TVOC, donc nous avons ici 2 représentants. Donc nous sommes filmés et Lise nous dira plus précisément que vont devenir ces images, où est-ce qu'on pourra les voir. Alors ton père, qui était aussi enseignant, aussi occitaniste, a écrit en particulier un livre qui te tient beaucoup à cœur, le bateau de Pierre, chaque fois je dis navire, le bateau de Pierre, qu'il a écrit en occitan. Et toi, pour faire connaître ce livre plus largement, tu as entrepris de le traduire en français. Il est sorti pendant le confinement. Voilà. Très favorable pour les ventes. Alors, ce livre, il y a au fond de la salle les éditions Oui Dire, qu'on connaît à Palabrage, hein. Et il y a quelques exemplaires du bateau de Pierre. C'est un livre qui est né, le père de Lise, donc qui était occitan, Georges Gros, était enseignant, il a fait beaucoup de formations en Afrique, donc ce livre est né de ses voyages en Afrique. Et très souvent dans le livre, on ne sait pas si on est en Afrique ou dans le Gard, tellement les lieux se ressemblent, le vécu humain se ressemble. Marc, tu es né à Alès, dans une famille de mineurs, et tu as fait des études d'ethnologie qui t'ont permis, on peut dire d'une façon un peu familière, de sortir du trou.
C'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Oh. Alors, tes études d'ethnologie t'ont permis de prendre conscience de l'importance du conte et de la littérature orale. Et donc, tu t'es consacré à des projets culturels, tu as participé à l'organisation du Festival Parole d'Alès, du Festival Cinéma d'Alès d'abord, ensuite du Festival Parole d'Alès, dont Jean-Pierre Chabrol t'a confié la direction de 90 à 93. C'est ce que tu m'as dit. En 1994, tu as fondé la CIEM, qui devient 4 ans plus tard le CMLO, le Centre méditerranéen de littérature orale, qui est toujours situé à Alès. En tant que directeur de ce centre, tu as développé un pôle de ressources interdisciplinaires autour de la littérature orale. Et aujourd'hui, tu es dans une phase de transition vers la retraite. De plus en plus près de la retraite. Oui, mais c'est ça la transition. C'est ça la transition. Et ton projet maintenant, c'est d'avoir le temps de la retraite pour écrire sur ce sujet. C'est au moins de mettre de l'ordre sur ce que j'ai traversé. Voilà. Hassan Kouyaté, tu es burkinabé, tu es né dans une famille de griots. Comédien, metteur en scène, conteur, musicien, danseur. Tu as été un des créateurs du festival Yélène, où certains d'entre nous sont allés. Oui. Ah, bon. C'est un festival international de contes qui se déroulait, on dit au passé, Hassan, à Bobo, non, qui se déroule à Bobo-Dioulass, qui se déroule toujours à Bobo-Dioulass. 25e édition cette année. Voilà. Tu es le fils de Sotigui Kouyaté, qui est un acteur qui a longtemps travaillé avec Peter Brook. Et pour ceux qui sont venus voir le film hier, le personnage de Sotigui Kouyaté était le personnage central du film. Et malheureusement, il ne pouvait pas être interprété par Sotigui, mais c'était un bel hommage à Sotigui. Tu as dirigé le Centre martiniquais d'action culturelle et le Centre culturel départemental Atrium 3. Tropique Atrium. Tropique Atrium. Ça s'est d'abord appelé Atrium 3 et après... Non. Surtout pas. Bon, il y a un 3 dans mon texte. Et qui est devenu en 2015 un label scène nationale. Et depuis quelques années, tu as pris la direction du Festival des Francophonies en Limousin. Et en juin 2019, le Festival des Francophonies a changé de nom pour devenir les Francophonies des écritures à la scène. Avec 2 temps forts dans l'année, Zébrure d'automne et Zébrure de printemps. Et avec toi, donc, le mot francophonie prend un S. Tu nous en parleras tout à l'heure. Mais avant, je voudrais dire quelques mots sur un livre dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le livre de David Diop, qui s'appelle Frères d'âme. C'est un livre qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2019 et qui vient d'obtenir le Booker Prize. Alors ça, c'est une grande fierté parce que le Booker Prize, c'est un prix littéraire, c'est le plus grand prix littéraire anglais et aucun livre jusqu'ici en français ne l'avait obtenu. Donc le premier livre français qui a obtenu ce prix est le livre de David Diop, Frères d'âme. Alors j'ai envie de vous dire 2 mots sur ce livre parce que c'est un livre extrêmement fort dont la force tient autant au sujet qu'à la langue magnifique qui est utilisée. On rencontre 2 tirailleurs sénégalais, Alpha Ndiaye et Madamba Diop. Donc les tirailleurs sénégalais, c'est la guerre de 14-18, c'est les tranchées, c'est toute l'horreur qu'on sait. Et donc quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Madamba tombe blessée à mort, sous les yeux d'Alpha, qui est son ami d'enfance, son plus que frère, et Alpha se retrouve seul dans la folie du grand massacre, et sa raison s'enfuit. Donc il va distribuer la mort et il va faire peur à tout le monde. Et David Diop, qui est un professeur français, professeur à l'université de Pau, spécialiste de la littérature française du XVIIIe, revendique un parfait équilibre culturel entre ces 2 origines, entre ces 2 langues, entre ces 2 pays, le Sénégal et la France,
Et il dit même qu'il puise le meilleur de son écriture dans ses doubles origines. Alors, pour revenir, il me semblait que c'était une introduction intéressante pour situer la francophonie ou les francophonies, de dire ce fait qui nous rend fiers. Enfin, moi, ça me rend fier qu'un livre issu de la francophonie soit le premier livre à obtenir le Booker Prize. Alors, ça m'amène à te demander, Hassan, pourquoi ce S à francophonie? Permettez-moi d'abord de remercier l'équipe de Palabrage de tout le grand travail qui est fait, important autour des arts du récit, et de me permettre aussi d'être cet après-midi, de partager le peu que j'ai. Je dis que j'ai parce que ça ne sera pas la vérité, ce que je dirais, ça ne sera que ma vérité. Et voilà, et prenez-la comme ça, et parce qu'il y a votre vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité. Donc voilà. Par contre, je donnerai ma vérité avec mon cœur. Et puis aussi, vous remercier mes collègues là. C'est impressionnant de se trouver en haut. Et puis voilà, merci et puis merci Martine de partager. C'est important pour moi, le remerciement, c'est mon socle de parole. Donc à partir de là, pourquoi j'ai pris cette direction, c'est important, la question du S. Moi, je suis arrivé au Festival de francophonie en Limousin en 86 en tant que spectateur et en 87 en tant que conteur. Et c'est l'endroit, la première fois de ma vie, mais je faisais parallèlement des études de commerce. Et pour moi, compter, c'était pas un métier, c'était ma vie. Et donc, je vivais en comptant et j'apprenais un métier qui était le commerce. Et c'est lors d'une manifestation pour la libération de Mandela, on faisait des actions, moi je vais dire un compte, et la directrice du festival m'a vu, m'a dit, mais voilà, on a besoin de quelqu'un, etc. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Et j'arrive à Limoges, je me rends compte que je ne connaissais pas d'autres Africains que j'avais jamais vus. J'avais entendu qu'il y avait des Camerounais, des Congolais, des Centrafricains, etc. Et moi, je ne les avais jamais rencontrés de ma vie. Parce que c'était plus facile de venir en France que d'aller dans ce pays, de là où je suis. Et je vois qu'ils parlent, ils parlent ce qu'on pourrait appeler la même langue, mais pour moi, ce n'était pas la même langue dont on se comprenait. Et puis je vois des Québécois, il y avait quelqu'un qui est maintenant connu, c'est Wajdi Ouawad, qui est directeur de la Colline Théâtre National, mais qui faisait aussi sa résidence pour la première fois, il venait en France pour la première fois. On était là dans des Québécois, des Camerounais, des Centrafricains, des Ivoiriens et tout. J'ai dit, mais waouh, le français est pluriel. Ça vient de là déjà. Donc, et après j'ai vécu ce que je dois vivre. Et quand j'ai eu l'opportunité de prendre cette direction pour défendre certaines idées de ce qu'on appelait la francophonie, c'est déjà enlever l'hégémonie de la France. Parce que d'abord, quand on dit la francophonie, c'est comme ça, c'est pas autre chose. C'est déjà ça. Et quand on prend l'histoire, on sait que le français, ce qu'on appelle le français, est une décision de François Ier en 1639, où on décide, quelqu'un décide à partir du château de Villacoutré, en disant voilà, le français sera cette langue qui sera la langue administrative dite par tout le monde. Et pendant ce temps, il y avait combien de langues de France? 41. Voilà. Et donc, quand je fais exprès, je donne cette histoire, et il y a une décision, il y a les autres langues, et il y a les faits politiques en face. Donc, on se retrouve avec l'hégémonie d'une décision du XVIe siècle, on se retrouve avec les décisions politiques contemporaines, qui est
qui est la création de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, où on dit qu'aujourd'hui que l'Algérie n'est pas un pays francophone, mais la Corée du Sud est un pays francophone, officiellement. Quand on trouve des absurdités comme ça. Et aujourd'hui, on dit que le Liban est un pays francophone, mais Israël n'est pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent français en Israël qu'au Liban. Des questions comme ça. Donc, moi, je prends cette direction pour en tout cas, un certain type de combat. Je dis, je vais mettre d'abord la pluralité, disant que dans le même pays, on prend par exemple le Canada, le Québec et le Canada français, c'est pas la même francophonie. Quand tu prends le Congo, le Congolais de Kinshasa et de Lumumbashi n'ont pas la même francophonie. Et je dis que les Français, ce sont les premiers francophones qui s'ignorent, parce qu'on a tous d'autres langues. À partir de là, je dis il faut un S. Pour parler de la différence, pour moi, parce que la différence n'est pas négative pour moi, c'est une richesse. Donc c'est pour cela que je la revendique. Et la pluralité vient de là. Je vais m'arrêter. Nous sommes dans la même situation. Tu as dit, Marc, tu as dit qu'il y avait 41 langues régionales en France. Il y a toujours 41 langues régionales en France. Ce qui fait que moi j'ai connu, toute petite, j'ai été en contact avec la langue, avec l'occitan. Quand je dis la langue, c'est l'occitan pour moi. Hein. Et je ne dis pas le patois parce que ça déprécie la langue. D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous lire juste une chose là. Le patois, la définition du patois. J'y tiens parce que mon père, dont j'ai traduit le livre, était fort attaché à cette compréhension de l'occitan. Quand j'allais raconter en occitan, les papés, les mamés, les gens me disaient « Ah mais c'est pas l'occitan, c'est du patois ». Alors je leur disais « Attendez, voilà la définition dans le Robert au XVIIe siècle. Langage corrompu et grossier, tel que celui du menu peuple, des paysans et des enfants qui ne savent pas encore bien prononcer. Parler local employé par une population généralement peu nombreuse, souvent rurale. » Donc c'est vrai que cette langue qui est ma langue, je suis française, je parle français, j'ai compté en français, j'ai compté en occitan, mais je tiens absolument à dire, comme toi, que la pluralité, c'est la richesse. Et actuellement, vous avez une campagne de Michel Felten-Palas de l'Express qui soutient le mouvement pour que vivent nos langues. Il y a eu des tas de manifestations, des protestations, etc. Et on est toujours obligé de revendiquer, de se battre. Mais la langue est toujours là. Et c'est riche dans les festivals, justement, de mettre, par exemple, Monique Burg, la conteuse qui est ici, elle parle occitan también. Et moi, je suis provençale, toi, tu es... Langue de Sienne Nord. Langue de Sienne Nord. Nous comprenons, c'est ce qu'on appelle l'intercompréhension. Et c'est riche, ça. Je te rends... Je ne sais pas si c'était à Marc. Je pense que Marc a... Si, oui, je pense qu'après, pour moi, en tous les cas, c'est évident que travailler sur la littérature orale, en particulier le conte encore plus, c'était une grande question de se dire comment la langue agit dans cet espace-là, et surtout comment souvent notre seul contact dans le français nous permettait de voir que partiellement ce que disaient les récits. Donc vraiment, moi, je suis en même temps de cette génération, on en parlait tout à l'heure en aparté, où mon père parlait à mon grand-père en occitan, ou parlait à ses copains en occitan, et moi, c'était interdit qu'on me parle en occitan. Vous voyez ce que je veux dire ? On était vraiment dans un drôle d'endroit où on sentait qu'il y avait un vrai plaisir de partager la langue, et par contre, voilà, donc on se faisait reprendre par les instituteurs quand on parlait la langue occitane en tant que telle. Hein. Donc je pense que pour beaucoup, il y en a qui ont vécu cette période-là. Voilà. Mais en tous les cas, c'est évident que pour moi, un conte dans la francophonie n'est pas obligatoirement quelque chose qui doit se baser uniquement sur le français.
C'est-à-dire que beaucoup de contes ont été d'abord dits dans une langue régionale, traduits dans un français qui va nous arriver avec en plus un français qui n'est pas exactement le français qu'on parle nous. Et donc il y a tout un endroit contextuel qui se perd complètement dans le jeu de la traduction, ce qui fait qu'on est souvent dans des surinterprétations complètes de traditions. En plus, ce qui me paraît important, c'est de comprendre, ça c'est le côté noir de la francophonie, désolé, il faut le poser aussi, c'est que la francophonie a été quand même une arme d'assimilation des sociétés colonisées. C'était une façon d'amener, comme ça a été fait en France, les gens à oublier leur langue, en tous les cas à la dévaloriser, de manière à ce que quelque part on puisse arriver à l'école française et d'être dans ce cadre Donc je veux dire, il y a aussi toute la part manipulatrice de cette langue dans les collectes. Et moi, quand je travaille avec les stagiaires au CMLO, je leur dis toujours, regardez qui a collecté. Si vous voyez que c'est un missionnaire, si vous voyez que c'est un commandant d'unité, si vous voyez que c'est... Attention, il y a aussi, même des fois sans s'en rendre compte, des traductions qui vont être des traductions manipulatrices, qui fait que quelque part, ce récit peut être quasi dangereux, parce qu'il peut être complètement très très loin de sa réalité première. Voilà. Donc moi, ça m'a amené à beaucoup réfléchir aussi à tout ce qui était les francophonies, ouais, et en même temps, quel était l'objectif de cette traduction dans un processus d'édition. Hein, donc on a des traductions qui sont relativement fiables parce que bilingues, justement, ça permet au moins de contrôler. Voilà. Mais on a des traductions qui étaient aussi des réécritures complètement idéologisées de ce qu'était à l'époque la problématique coloniale. Hein, donc, moi, en tous les cas, c'est ce qui m'a amené à réfléchir sur cet aspect-là. Oui, j'aimerais rebondir là-dessus pour aller encore avant la traduction. C'est-à-dire qu'au moment du collectage, souvent quand les ethnologues arrivaient chez nous, il y avait le collectage, mais il y avait un interprète. Déjà, c'est qu'est-ce que l'interprète traduit là? Qu'est-ce qu'il transcrit? Ampateba raconte une anecdote là-dessus sur un commandant qui appelle lui interprète, lui dit voilà, demain tu vas dire au chef de village, il y a un ethnologue qui est venu, qui va venir au camp d'initiation et voir comment on fait l'initiation. Ampateba va voir le commandant et le chef de village. Il dit, le commandant a dit de te dire que demain il y a un interprète, un ethnologue va venir. Il dit, alors il ne demande pas mon avis, il dit de dire que, il dit d'accord. Pour aller plus très vite, ils ont appelé les garçons qui devaient être initiés, ils les ont amenés dans une autre forêt. Ceux qui avaient été déjà initiés, ils les ont amenés dans la forêt où l'ethnologue devait venir, et ils ont tout fait en l'envers. Où il fallait un poulet blanc, il y a eu un poulet noir, où ça devait se faire au crépuscule du soir, c'est au crépuscule de la matinée. Et c'est des histoires, beaucoup sont comme ça au niveau des contes. Et pour aller complètement dans ton sens, c'est quand j'entends souvent, oui, c'est un conte de tel pays. J'ai dit, c'est un conte qui pouvait être de tel pays rapporté par un tel. La parole est difficile, mais j'essaie de la nuancer. Je ne suis pas contre que ça soit rapporté par un tel, mais c'est rapporté par un tel. C'est un tel est important. Voilà. C'est ce que dit Marc, voilà, c'est ce que disait Marc, resitué dans un contexte personnalisé, même le collectage. Dans le travail que j'ai pu essayer de mener sur des cultures autres qu'inuites d'ailleurs, hein, ça peut être dans les formations, j'utilise souvent un conte touareg, voilà, qui a été collecté par Dominique Casajus. Ce conte-là, c'est un pot d'âne. Mais alors, si vous ne connaissez pas les clés culturelles de ce conte, ben, je peux vous dire, au défi d'y comprendre quelque chose. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas? On se surinterprète ou on laisse tomber. Voilà. Et moi, ce qui me paraît, par contre, là, c'est le côté positif de la francophonie, quand elle est bien menée, c'est que ça devient une langue vernaculaire qui nous permet d'aller vers les cultures de l'autre. Mais à condition que cette langue soit respectueuse en même temps de la culture d'origine, de ce que les personnes voulaient vraiment signifier dans ces récits-là.
Justement, ce propos, ça me fait penser à mon choix, le choix que j'ai eu de traduire le livre de mon père. Lorsque ce livre est sorti, c'est un livre, c'est pas parce que c'est mon père, c'est reconnu un peu partout, c'est un livre magnifique. Mais la langue est belle, riche et parfois difficile. Et certains de mes amis m'ont dit « Oh, il faudrait le traduire pour qu'on puisse saisir toute la saveur ». Donc mon souci, moi, ça a été justement d'être, on dit traduction, trahison. Je ne voulais surtout pas de trahison, rester au plus près du texte. Je connaissais mon père, je connaissais son expérience africaine, puisqu'il est allé en Afrique pour faire la formation des élèves instituteurs, là-bas, au Gabon, au Congo et puis au Tchad. Et donc, lorsqu'il a écrit ceci, il y a des mots vraiment, il faut s'accrocher, quoi. Donc j'ai eu le souci de ne pas trahir. Et Florian Vernet, par rapport à ce que tu disais pour les contes aussi, Florian Vernet, qui est un professeur d'université, qui a enseigné l'occitan à Montpellier, a écrit « Cet occitan de Provence, si fluide, si élégant, si classique, un des miracles des contes réussis, c'est de rendre accessible et sensible à tous la diversité, la beauté, parfois tragique, et la vertigineuse complexité du monde. » Et là, on retombe sur ce dont tu parlais. Alors, moi, j'aimerais parler de l'effet positif de la francophonie. Une citation de Kateb Yassine que j'aime beaucoup, qui dit que voilà, c'est le français ou la francophonie est un butin de guerre. Et j'aime cet aspect-là, ce butin de guerre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, en général, pour des raisons X, Y, essaie de faire une différence entre francophones et francophiles, francophobes, ça devient trop compliqué. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que ça me permet quand même qu'on se parle. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Et il faut le dire. Tu parlais du livre de David Diop. Moi, je dis que moi, je suis un zèbre. Et je revendique le noir et le blanc. Le noir est là, le blanc est là. Le blanc éclaire mon noir et mon noir éclaire mon blanc. Le blanc a été important pour moi de revoir mon Afrique avec une loupe. Et l'Afrique aussi est une loupe pour moi. Et c'est pour cela que je revendique beaucoup zèbres, zébrures, etc. Et je ne veux pas que les deux se mélangent, que ça devienne le gris de l'âne. Et non, c'est l'âne d'autres qualités. Mais ce qui est important pour moi, c'est de revendiquer cette double culture ou cette multiculture. Mais de ne pas de laisser la valeur à toutes, qu'elles soient des valeurs égales à la limite. Après, c'est ma cuisine, ce que j'en fais, c'est à moi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc, avoir le français ou une autre langue, encore une fois, ce n'est qu'une autre richesse. Comment ça résonne pour vous, Marc ou Lise, cette double richesse, cette multi-richesse? J'entends la même chose dans le travail, par exemple, de Jean-Louis Pellet, quand il a travaillé sur le Bon-Rosé ou autre. Il avait en même temps cette volonté de comprendre, parce qu'il s'y est frotté. Quelque part, les gens au début ont refusé de raconter des histoires. Parce qu'ils disaient, mais ces histoires, elles ont été racontées dans un contexte, et hors contexte, ça ne peut pas fonctionner. On crée des veillées, peut-être ça fonctionnera. Voilà. Donc, en même temps, avec cette peur que la traduction trahisse. Et c'est ça, et donc je pense que le travail d'un bon ethno, normalement, s'il fait bien son terrain, c'est de faire en sorte, non pas de traduire lui-même, parce qu'il n'est pas traducteur, mais de donner les outils pour que la traduction soit juste. Je me rappelle d'une discussion avec Claude Bleton, que tu as dû connaître, qui était un traducteur en espagnol de chez Actes Sud, voilà, et il me disait, mais moi je crois que j'aurais peur maintenant de traduire des écrivains morts, parce qu'il s'était frotté, en fin de compte, à une traduction avec, comment il s'appelle, cet écrivain de Galice,
pas grave. En tous les cas, quelqu'un qui, sur une phrase, ils avaient passé une semaine à traduire. Parce que pour trouver le sens juste, le sens qui ne trahisse pas, il avait fallu pouvoir trouver un langage commun. Donc on voit très vite à quel point ça peut devenir un espace de contresens, de malentendu, et à quel point ces éléments-là ont été récupérés très souvent, parce qu'aller coloniser quelque part un peuple, il ne faut pas que le peuple soit supérieur à vous, parce qu'il y a tout un côté en même temps, vous voyez, de bienveillance, qui quelque part permettait aussi de motiver les gens vers cet espace de colonie. Il suffit de relire les discours de la bonne époque de Jules Ferry et autres, on entend de nos chaises aujourd'hui, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez violent dans ce qui est posé en tant que tel. Voilà. Donc oui, moi ce travail-là me paraît essentiel. Tu parlais de richesse, c'est une richesse incomparable d'avoir plusieurs langues. On se rend compte, moi je travaille en ce moment en tant que vidéaste, puisque je ne peux plus compter, avec des enfants de maternelle de Calandrette. Des enfants qui parlent occitan, qui comprennent. Et il est prouvé que ces enfants qui font toute une scolarité en occitan ont de très bons résultats scolaires lorsqu'ils continuent leurs études. C'est une richesse, cette université. Mais aussi, lorsqu'on compte dans une autre langue ou des contes d'une autre... Je pense que c'est la tolérance qu'on éduque, c'est accepter la diversité, c'est accepter le partage, reconnaître la valeur de l'autre. Et ça, c'est important à mon sens. Et moi, j'ai mis 1 an à traduire ce petit truc. Hein, ça semble petit. 1 an. Avec le souci, parce que mon père est mort, je ne pouvais pas lui demander, dis papa, qu'est-ce que tu as voulu dire, quoi. Et j'ai mis longtemps, et c'est difficile, c'est très difficile, la traduction, quand on ne veut pas la faire n'importe comment. Mais c'est important aussi de collecter et de restituer. Parce qu'on donne à savoir à l'autre qu'il existe des gens différents, que tu existes, ça lui donne à savoir qui tu es. Ça me rappelle une anecdote que j'ai dû raconter à Martine. Il était venu à Nîmes, du temps où j'étais conteuse, une classe de Chartres, et avec des enfants de Courmoyen par là, qui étaient venus inventer un conte sur l'eau et le soleil à Nîmes, avec la fontaine, c'était parfait. Bon. Et puis, cet enfant était à côté de nous, on ne s'en était pas aperçu, et je discutais avec la collègue, enfin la collègue, puisque moi j'étais ainsi avant, j'appelais ça collègue, forcément, et elle me dit, tu viendrais à Chartres pour expliquer un peu aux parents comment tu fais pour faire créer des contes aux enfants, etc. Alors, oui, je dis, oui, bon, ça va. Le lendemain matin, le petit, qui était là à côté, il vient me voir, il me dit, Lise, alors, il parlait pointu, je ne sais pas parler pointu. C'est pas mon accent. Il me dit, Lise, tu viendras à Chartres? Je dis, oui, bien sûr. Et tu auras ton accent? Il avait pris conscience que ici, on ne parlait pas comme là-haut. Et c'était fabuleux pour moi, j'étais contente. Donc je suis montée à Chartres. Et là-haut, j'ai pu avoir la chance de faire créer, comme on le faisait avec Françoise, tu te souviens, des contes par les enfants à partir du pays. Parce que ce que nous avions, mon père et moi, et que j'ai toujours en tête, ce n'est pas dire le pays, c'est faire parler le pays, faire parler le pays. Trouver dans le pays où l'on est les valeurs, les coutumes, les traditions, les richesses, et les faire ressortir et faire travailler les enfants à partir du réel vers l'imaginaire de leur pays. Et quand il y a d'autres pays qui s'y adjoignent, moi je trouve que c'est riche. Voilà. Je crois, Lise, que tu voulais nous lire un petit passage du livre de ton père, et ce que tu dis là, oui. Il me semble que ça serait bien de l'illustrer, faire parler le pays. Alors là, je voulais vous lire un passage en occitan de mon père, mais je vais vous lire le papé. Quand on est petit, on a des grands-parents, on les aime, mais on ne sait pas qu'on les aime. C'est comme ça. Et un jour, il a écrit, lui, mais c'était pas là, c'est quand il a été mort que je me suis rendu compte que je l'aimais. Et ça m'a bien bouleversé.
Voilà, ce passage par exemple. Un vieux noir aux cheveux de mouton, tout éclopé, qui n'avait que la peau et les os, était recroquevillé dans l'obscurité où toute une nuée de femmes s'affairait autour d'un feu de cuisine. Venu du fin fond de son village, il apportait, avec sa maisonnée et ses bêtes, toute sa mauvaise santé. C'était à l'embarrané, chez le docteur Schweizer. Toute sa mauvaise santé et son espoir de soulagement dans ce petit morceau de terrain salubre entre les bras du père Gouet. Là-bas, une silhouette blanche aux larges épaules, échappée d'un livre d'histoire du passé, s'approchait, coiffée du célèbre casque, le dernier peut-être entre Ngonié et Congo. À la recherche des symboles et des signes qui hantent les rêves de ce pays, tu crois rencontrer Jeanne d'Arc et Gandhi. Et voilà un grand-père dont la moustache ressemble à celle de l'oncle Léopold, de Saint-Désiré, dont les bras flottent dans les manches de sa chemise paysanne, dont le pantalon est retenu par une ceinture étroite sur la large ceinture de flanelle. Et tu es surpris de ne pas l'entendre te ronchonner dans le parler cévenol quand il te reproche de te promener sans chapeau en plein soleil. Comment sans chapeau? Sans casque? Parce qu'il en a vu, lui, des jambes détraquées pour ne s'être pas assez méfié de la brûlure africaine. Et que, à la bonne apostolique, comme disait la tante Céleste, comme il n'y a pas assez de chaises dans son petit bureau, il pousse les papiers pour te faire asseoir sur la table. Que trouves-tu dans ses yeux gris pendant qu'il te parle et que tu n'entends pas ce qu'il te dit? Peut-être les grands rêves, les illuminations éternelles que tu as rarement rencontrées dans ta vie, chez des hommes habités par quelque idée têtue sur laquelle les gens savants n'ont aucune prise. Ouais, c'est tout le long comme ça. Hassan, Marc, vous avez envie de... Moi, j'ai envie de réagir parce que je crois qu'en même temps, tout ce travail de la francophonie, de se questionner sur les langues, de se questionner sur les contextes dans lesquels on vit, dans lesquels que la langue pose en tant que telle, c'est se questionner sur la permanence de l'humain, sur ce que l'humain est partout. Voilà. Et je crois que quelque part, vouloir aller voir l'autre, c'est d'abord chercher ce qu'on a de commun. C'est ça qui me paraît essentiel. Et quand on commence à faire ce travail de communauté, on s'aperçoit qu'on n'est pas si différent que ça, on le dit autrement. Voilà. Et là, s'interroger sur la langue, pour moi, c'est s'interroger sur des contes qui sont des concentrés de langues, qui sont des langues codifiées, qui sont des langues oui, qui permettent symboliquement d'aller au fond de ce que pense une communauté. Ça nous permet simplement de se dire qu'on n'est pas si loin de l'autre. Voilà. Et pour moi, c'est extrêmement rassurant. Hassan, je sais que tu vas réagir. Non, on en a parlé suffisamment. Et oui, mais c'était pas là. Non, mais il a dit la substance de la chose. Et en revenant dans notre monde de conteurs là aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est ne pas penser qu'on a inventé l'eau chaude. Mais c'est de dire, on dit autrement. On dit avec nous. C'est ça qui est important, de mon point de vue. C'est le autrement qui devient intéressant. Le autrement devient intéressant parce que plus on arrive à aller dans l'autrement, c'est-à-dire aller vers nous, plus on arrive à aller vers l'humanité, vers l'universel. C'est ce que moi j'ai vu dans peu de choses que j'ai pu acquérir dans ce milieu. Il y a un extrait de Françoise qui a été écrit. Tu permets que je lise la préface que j'ai mis dans la préface. Donc Françoise et plusieurs personnes m'ont fait une petite dédicace en quelque sorte. Françoise, pas moi là. Quel voyage! J'ai connu le pédagogue, savant et modeste, le vieux sage à l'œil malicieux qui comptait son pays nîmois avec tendresse, l'écrivain de la belle langue d'oc mêlée de français, pour que tous comprennent. Je découvre dans ce bateau de pierre un aventurier du réel, à la langue foisonnante et à l'œil impitoyablement lucide mais toujours pétri d'humanisme. Dans ces allers-retours entre une Afrique du temps pas du tout béni des colonies et la nostalgie d'une enfance némoise heureuse, mais pas que,
Georges semble chercher la source de ce rêve venu du fond des âmes de ceux qui nous ont précédés. Fragment, rush d'un film qui l'interrompt, comme pour en laisser imaginer la chute, Georges interpelle ses lecteurs, lectrices comme ses personnages. Ses phrases sont riches d'images, de parfums, ses mots s'entrechoquent. On est dans la tête du narrateur, on sent sa transpiration, ses bonheurs et ses écœurements, on entend sa voix. Et là, le cite, « Il ne suffit pas de se traîner sur le sol pour en être le fils d'abord, le maître ensuite. » Françoise. Est-ce que toutes ces interventions, ces réflexions vous ont donné envie de participer, de poser des questions, de réagir? On empêchait les enfants de parler leur langue à l'école parce que les parents pensaient que s'ils parlaient leur langue, les enfants n'allaient pas réussir. Les parents, malgré tout, qui avaient le souci de faire réussir leurs enfants, ils voyaient le français comme un ascenseur social, comme un ascenseur dans l'économie, il fallait parler français. Ça me fait penser à Amadou Ampateba qui raconte que quand il était petit, il fallait que son père était quelqu'un d'important, il fallait qu'il donne un enfant à l'école pour qu'il apprenne le français, et qu'au départ c'était plus vécu comme une punition. Puis après, il s'est rendu compte que justement cette appartenance multiple avec plusieurs langues, c'était une richesse. On parle de l'apologie, il y a le consensus sur le fait que ce soit une richesse. C'est ça le fond. Mais on n'est pas dupe, on a parlé de l'hégémonie de la langue française, du français. Donc, on est d'accord qu'il y a beaucoup à faire, sinon on ne serait même pas là pour en discuter. Je reviens en Afrique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la classe moyenne, on sait le constat, les enfants ne parlent plus les langues maternelles, comme on dit, ou les langues du père ou de la mère. Il y a 4 langues nationales officielles maintenant. On a obtenu, grâce au travail qu'on a tous fait avec Françoise, d'autres au Burkina, officiellement, maintenant, on doit venir dire des contes dans les langues, dans les classes. Moi, j'ai un exemple assez flagrant là-dessus, sur la Réunion, puisque j'avais été faire une formation là-bas, et en même temps participé à un colloque sur l'illettrisme. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et il y avait des gens de l'île Maurice, il y a des gens de la Réunion, et on était sur le taux d'illettrisme. Bizarrement, l'île Maurice, quasi pas d'illettrisme. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'île Maurice? C'est qu'on apprend en classe le français, l'anglais et le créole. Et quand j'avais discuté avec les spectateurs qui étaient là-bas, ils ne vous rendez pas compte, si on commence à autoriser le créole en langue officielle, il faut être le breton et les 41 langues officielles qui vont en être. Donc on a une espèce d'hégémonie qui est encore extrêmement puissante au niveau de l'institution. Alors que quelque part, le bilinguisme, il est largement... aujourd'hui, scientifiquement, on sait très bien que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Mais voilà, on est encore sur des blocages. Donc en fait, ces histoires de famille, c'est toujours en remaniement, c'est toujours vivant, c'est toujours en tension, c'est toujours... Est-ce qu'on a toujours à défendre quelque chose? Ah nous, oui. Nous sommes obligés. Moi, ça fait 40 ans que je suis militante occitane. Hein. Et donc, depuis 40 ans, des manifestations, on en a fait, je ne sais pas combien. Quand on dit, c'est quoi le combat? Je crois qu'il y a un travail énorme à faire sur cette question-là. Et là, il y a une jeunesse qu'on n'arrive pas à toucher par nos débats, quel qu'il soit. Oui, c'est surtout ça. C'est pour cela, c'est pour dire, est-ce qu'il y a... Oui, aujourd'hui, encore plus qu'avant, je dirais. C'est comme si vous me dites, je viens, je vois un arbre, je vois le fruit, ah oui, ça fait de jolis fruits, ça me suffit. Mais si je ne vois pas comment l'arbre se nourrit, je pense qu'à l'homme, à la moindre intempérie, l'arbre risque de tomber. Je ne sais pas. Dis, par quel moyen attirer les jeunes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des choses qui nous laissent espérer. Oui, déjà le bouquin qui vient d'Agala, l'auteur a été à lui-même un concours quand je parle, par exemple, quand je pense à Lise Ritter, avec l'art de père, prix des lycéens,
Donc on est vraiment quand même sur... En même temps, je pense que quelque part, il y a peut-être aujourd'hui le fait d'un désir de vivre le présent. Voilà. Donc de plus en plus, parce que je veux dire, l'avenir qu'on propose aussi n'est pas très gai. Donc il y a aussi cet espace-là. Je pense qu'il y a aussi un contexte qui fait qu'il y a une attitude. Mais enfin, moi, pour avoir travaillé quand même pas mal de temps avec même les lycées professionnels et autres, je sens quand même qu'il y a encore du feu pour aller dans ce sens-là. Voilà. Mais il faut savoir le réveiller, et je pense qu'eux, ils cherchent aussi des éléments qui les aident à mettre du sens sur leur existence. Et quand on voit ces récits comme cela, ben oui, ça éclaire. Ce sont des choses qui éclairent. Ah oui, c'est pour ça que moi j'ai parlé de David Diop et Alice Zéniter, le livre dont tu parles. C'est une petite fille de Harki qui découvre l'histoire de son grand-père, qui va redécouvrir le pays. Et là aussi, c'est un livre qui a été primé par les lycéens. Donc ça veut dire que les lycéens, ils sont dans aujourd'hui, comme tu dis Mathilde, ils sont dans la création d'un nouveau langage, mais ils n'oublient pas le passé, ils cherchent à savoir d'où ils viennent. Oui, la musique, en parlant de ça, la musique à tous les niveaux, puisque des jeunes, des enfants, en Afrique, tous ils chantent en leur langue maternelle. Et donc ça, c'est pas... ça tant mieux. La musique était un passage, mais je parle de ceux qui ne sont pas musiciens. Comment on fait? Et je ne suis pas pessimiste. La question, est-ce que le combat est fini? Je dis non. C'est tout ce que je dis. Le combat n'est pas fini. Nous soyons vigilants. Le futur jaillit quand même du passé. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de ce qui se fabrique. Et il ne faut pas confondre le combat. Ce n'est pas un combat. Ça, on ne peut rien contre. Ça se crée. On parle de qu'est-ce qui se perd. C'est ça la différence. On trouve dans tous les milieux, le théâtre, le cinéma, ce manque de jeunes, on le ressent nous dans les associations aussi. Hein. Mais il y a un domaine où ça réussit, c'est la musique. La musique occitane, les chanteurs occitans qui sont créateurs, qui créent, les poètes occitans jeunes, comme Rodin Kaufmann par exemple, comme Pauline Kamakine, etc., ils ont du succès, ils attirent les jeunes. Mais en général, hein, vous les avez vus, hein, les copains, par exemple à l'université occitane d'été à Nîmes, il y a 4 jours ou 5, mais il y a pas mal. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui, moi, me laissent espérer. Oui, hein, déjà le bouquin qui vient là, bon, l'auteur a été à lui-même un concours quand je parle, par exemple, quand je pense à Alice Zéniter, qui est avec l'art de perdre, prix des lycéens. Donc on est vraiment quand même sur... En même temps, je pense que quelque part, il y a peut-être aujourd'hui le fait d'un désir de vivre le présent. Voilà. Donc de plus en plus, parce que je veux dire, l'avenir qu'on propose aussi n'est pas très gai. Donc il y a aussi cet espace-là. Je pense qu'il y a aussi un contexte qui fait qu'il y a une attitude. Mais enfin, moi, pour avoir travaillé quand même pas mal de temps avec même les lycées professionnels et autres, je sens quand même qu'il y a encore du feu pour aller dans ce sens-là. Voilà. Mais il faut savoir le réveiller. Et je pense qu'eux, ils cherchent aussi des éléments qui les aident à mettre du sens sur leur existence. Et quand on voit ces récits comme cela, ben oui, ça éclaire. Ce sont des choses qui éclairent. Hein. Ah oui, c'est pour ça que moi j'ai parlé de David Diop et Alice Zéniter, le livre dont tu parles. C'est une petite fille de Harki qui découvre l'histoire de son grand-père, qui va redécouvrir le pays. Et là aussi, c'est un livre qui a été primé par les lycéens. Donc ça veut dire que les lycéens, ils sont dans aujourd'hui, comme tu dis Mathilde, ils sont dans la création d'un nouveau langage, mais ils n'oublient pas le passé, ils cherchent à savoir d'où ils viennent. Dans le public d'un spectacle de conte, vous allez avoir des gens qui ont bac moins 25 comme plus 25 et qui vont vibrer. De toute façon, pareil, parce qu'on va évoquer des choses qui sont communes à tous les êtres humains. Alors que le théâtre est devenu une forme qui requiert de telles connaissances culturelles, c'est comme les poupées russes. Vous avez l'impression que vous avez compris, mais non, si vous ne connaissez pas Bourdieu ou un tel, vous êtes sûr de ne pas avoir compris. Le conte, c'est autre chose. C'est d'office une main tendue.
Et comme disent les Écossais, c'est cœur à cœur, œil à œil. Donc, c'est en ça que c'est fort, et c'est d'autant plus fort quand on peut le faire ou quand on choisit de le faire dans sa propre langue, si sa langue a été une langue bannie. Donc j'ai le plaisir de raconter dans les deux langues, et pour moi ça ajoute encore à cette dimension. Pour ce qui est des jeunes, on a observé que les jeunes qui ne viennent pas soi-disant au spectacle, c'est le même problème souvent pour le théâtre. Beaucoup d'adolescents se font un point d'honneur de rejeter tout ce que les vieux leur proposent. Alors c'est évidemment très agréable quand il y a des jeunes conteurs, parce qu'on espère qu'à travers eux, d'autres jeunes se reconnaîtront. Disons qu'il faut être patient, mais il faut aussi que le conte soit quelque chose qui soit proposé à longueur d'année, pas seulement au moment d'un festival. Si on veut que les gens viennent au festival, il faut qu'à longueur d'année, on fasse des propositions à toutes les tranches de la population. Et inévitablement, on rencontrera les jeunes. Moi, je danse dans les ballettis. Dans ces lieux de danse, il y a une convivialité extraordinaire. Il y a des gamins, des pitchounets comme ça. Il y a des jeunes de tous les âges. Il y a des vieux. Moi j'ai 74 ans. On se donne la main et il y a un courant qui passe. Et là, je trouve que dans le festival de contes de Palabrage, il y a un peu de ce même esprit, même pas mal. Voilà. J'ai découvert la chanson occitane par Patrick, Marie Rouanet, Marty, etc., etc. Vous les connaissez aussi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience qu'il y avait des messages qui passaient dans la langue occitane et on était obligé de passer par cette langue. Et là, j'ai mordu. Et puis on a pu enseigner l'occitan. Je me suis formé pour enseigner l'occitan au collège Jean Roster-Nîmes pendant quelques années, avant de faire autre chose. Mais en anglais, j'ai découvert l'importance de l'anglais, donc par les gens que je viens de citer, des copains. Et alors, ma stupéfaction, ça a été quand la Gazette de Nîmes a sorti un document sur l'importance de l'anglais dans la langue occitane. Je trouve que les vieux se font toujours beaucoup de soucis pour les jeunes, depuis très longtemps. Or, nous avons été jeunes et nous sommes là. Donc, les jeunes qui arrivent derrière, ils vont faire comme nous. Je crois que le plus important, finalement, c'est d'être nous-mêmes, d'être le plus authentique, d'être le plus en relation avec la jeunesse qui arrive, et surtout, ne pas être dépressif et être espérant. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, est-ce que nos invités... Moi, je vais dire deux mots sur que le français a donné à ma langue maternelle, dans le sens. Et c'est quel mot? Non, en fait, quand on dit chez nous qu'en Bamana, quelque chose était terrible, on dit « Patisankana ». Patisankana, ça veut dire c'était grave. Alors, ce sont les tirailleurs sénégalais, qu'on appelle tirailleurs sénégalais, qui ont amené après la Première Guerre mondiale, la partie était sanglante. La partie était sanglante, donc on dit « Patisankana ». Et ça vient de là. Et il y a le deuxième mot, c'est Fadaraba Kile. Quand on te dit ça s'est passé quand? Ah, Fadaraba Kile. Faidherbe, c'est le gouverneur qui a gouverné l'Ouest africain en 1863. Donc c'est une référence de date. Quand on dit, ah, c'était longtemps dit, depuis le temps de Faidherbe. Donc c'est Faidherbe qu'on appelait Fadaraba. Donc aujourd'hui, les enfants me disent « Ah, Fadaraba Kile ». Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Il y a plein de mots comme ça qui sont venus dans le Bamana par les anciens combattants. Voilà. Je vais aussi parler du voyage. Marc? Non, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, on va pas en mettre une couche de plus. Alors, Lise, tu as la parole. Moi, je voulais juste quand même faire entendre la langue occitane, il me semble que c'est la moindre des choses. Et je vais vous lire, c'est la fin du livre, enfin, oui, c'est la fin, mais il n'y en a pas beaucoup. Es un paire que parla, Sigur. Mon Afrique, grande d'amistà e de pregum, che gli viscere tant di tempo, dai sì, dai là, a quell'esistenza d'uomo sembra solitari,
havia ideia de entornar cauquizanato demais. La truffarie daquela missão, il a mis entre guillemets de mission, mais il va menar co demais. Venne de decidir que será o Darie, que como tem ar diz que o piccolo caire do mundo entre Seveno e mar, como fio d'aragno trop solide. É d'Afrique que se torna assabenta su de causa e de gente d'ici. É piccolo mundo final. É poderoso limasco de mort blanco de ladraio do vento. Demà prendrà no volaire l'avion de la Cameroon Airlines e nadarà qualque temps dins silêncio oblidós, en qui consus une mar ou une herme, sense rare, sans frontières, que verrai pas. Solomon sabe que la tentation belle que ne parlava Véran c'était le responsable de la mission, la pureta, ou plus la fugida, le désert. Comment pas le désirer? Ara, y a escapa. Tornarai, mon ami, tornarai, car est une dure préfa que m'espère. Voilà. Je voudrais remercier avec beaucoup de gratitude nos trois invités, Lise, Hassan, Marc, vraiment, merci beaucoup. Et je n'oublie pas de vous dire merci à vous tous pour votre attention, pour vos questions, pour votre présence. Merci beaucoup.